bienvenue à ce webinaire. Le sujet d'aujourd'hui concerne un sujet d'actualité qui est le véhicule autonome. Donc, si depuis les années 30, comme nous allons le voir, par la suite, le sujet de l'automatisation des véhicules intéresse déjà des constructeurs d'automobiles, ces 20 dernières années, l'industrie automobile et les organismes de recherche sont beaucoup investis pour faire circuler des voitures partiellement ou totalement autonomes. En France, le dernier rapport qui est cité à la fin de la présentation, le rapport parlementaire du juillet 2021, propose des pistes pour accélérer le développement des véhicules automatisés et connectés, voire autonomes, en s'appuyant sur des coopérations européennes. Donc, nous allons voir dans ce webinaire quelques éléments et dates clés du véhicule autonome, quelques défis et enjeux du véhicule autonome, et en lien avec l'observation et le contrôle des ADAS, un aperçu sur les activités de recherche au laboratoire EBISC, à Paris-Saclay et au niveau national et international. Bien évidemment, ces points ne seront pas détaillés compte tenu du temps alloué. Donc, il existe déjà dans notre quotidien de nombreux exemples de véhicules totalement autonomes, les ascenseurs, avions, trains. Dans le domaine de l'industrie automobile, le développement d'outils comme la transmission automatique dès 1939, les régulateurs de vitesse ou encore l'aide de freinage, aussi appelée ABS 10 ans plus tard, ont permis de plus en plus d'autonomie à la voiture. Alors déjà en 1956, General Motors a lancé les voitures autonomes. Donc une vidéo que vous avez le lien sur ce slide, une vidéo produite par General Motors en 1956, que vous pouvez visionner sur YouTube, montrer sa vision de l'automobile pour les 20 ans après. Une vidéo, c'est une vidéo avant-gardiste puisque de nombreuses innovations annoncées dans la vidéo se retrouvent aujourd'hui dans nos voitures. En 1977, une équipe aussi japonaise du laboratoire Tsukuba fait rouler la première voiture capable de suivre une voie de signalisation grâce à des capteurs optiques à une vitesse de 30 km. Plus tard, 1986, le camion Vamorse d'une équipe allemande est le premier véhicule se déplaçant quasiment sans intervention humaine grâce à des caméras, des capteurs et un ordinateur contrôlant le volant de la vitesse. Alors, vous voyez déjà l'encombrement de l'ordinateur à bord de ce véhicule. Au début des années 2000, le plus connu des systèmes de navigation, donc le GPS, devient accessible sur les routes et qui a révolutionné les systèmes de navigation des voitures. Depuis ces 20 dernières années, l'évolution technologique s'est accélérée, comme vous pouvez le constater. Même si, comme vous le savez, la promesse annoncée par plusieurs constructeurs automobiles tels que Tesla et Waymo il y a 10 ans, 2010-2015, la promesse de faire circuler des véhicules entièrement autonomes de niveau 5 en 2020, cette promesse n'a pas été tenue. On va en discuter pendant cette présentation. Oui, donc pour reprendre les derniers propos de Mohamed, les années 90 de 2000, avant même l'émergence du GPS, a été la décennie des grands projets européens et mondiaux, puisque nous avons PAT à l'Université de Berkeley, le programme NAHSC, donc AH pour Automated Highway, et à l'époque, il était plus question de routes automatisées, donc Automated Highway, donc autoroutes automatisées, et nous avions aussi des programmes au Japon avec des visions très différentes, d'un côté des véhicules autonomes et dans l'autre plutôt une plus grande participation de l'infrastructure à l'automatisation. Par la suite, effectivement, entre 2000 et 2010, ça a été plutôt la décennie de la raison et de la sécurité routière. D'ailleurs, laquelle décennie a connu une très forte baisse des accidents. Alors, en ce qui concerne ce véhicule autonome et plus largement ce qu'on appelle la route automatisée, nous avons aussi été très actifs sur la période au niveau national avec l'Institut national de recherche sur les transports et la sécurité, l'école des mines, le LASMEA à Clermont, le LAMI à Valenciennes, et bien d'autres, et l'UTC à Compiègne, Nantes, Lille.
Donc, chacun contribuant sur un aspect particulier de ce véhicule intelligent et de la route automatisée, avec à l'INRIA, l'équipe IMARA, sous la responsabilité de Michel Parent, et le grand projet européen, les Cybercars, qui déjà abordaient la problématique des petits véhicules en milieu urbain, donc fortement en interaction avec les piétons. À la fin des années 90, il y a eu aussi la création du laboratoire ILIVI, comme son nom l'indique, donc laboratoire interaction et véhicules, infrastructure et conducteurs. Donc, il est question aussi de véhicules intelligents, d'interaction avec l'infrastructure, mais aussi de partage de la conduite avec les conducteurs, suivi d'ailleurs, un laboratoire qui a été doté aussi de pistes d'essai à Versailles-Satori, sur les anciennes pistes de GIAT, Industrie, aujourd'hui Nexter, sur lesquelles ont testé il et Charles Leclerc et qui ont été pour partie rendus à la recherche, enfin transférés à la recherche. Il y a eu aussi la création du laboratoire et la route automatisée entre l'INRETS, entre l'école des mines et l'INRIA. J'ai moi-même participé à la création du LIVIC. Et par la suite est venue la fusion, je dirais, quelque part de la route et des transports, puisqu'il y a eu la fusion du laboratoire central des ponts et chaussées avec l'INRETS, et qui aujourd'hui est devenu, comme vous le savez, l'ensemble est devenu IFSTAR, et par la suite, Université Gustave Eiffel, avec l'Université de Marne-la-Vallée. Alors, plusieurs personnes, et pour le dire aussi, l'histoire du véhicule autonome, du véhicule automatisé, de la route automatisée, et son avenir n'est pas que l'objet d'une seule discipline. C'est aussi la volonté de plusieurs personnes d'horizons différents. Donc, je prends pour exemple, pour le rendre hommage aussi, donc Jean-Marc Blossville de l'INRES, Claude Lorgeau et du laboratoire ICAOR à l'école des mines, Michel Parent donc à l'INRIA et Jean-Michel Hoc sur les facteurs humains, donc des roboticiens et des automaticiens et des traiteurs d'images et des personnes en charge aussi de l'interaction entre l'homme et la machine. Donc, le laboratoire LSC et le laboratoire IDISC ont fortement collaboré, comme nous le verrons, et ont été étroitement liés à ces actions. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par préciser qu'est-ce qu'un véhicule autonome. Alors, une voiture autonome désigne une voiture dont la conduite est en partie ou entièrement automatisée. Il existe différents niveaux d'autonomie, dont certains sont déjà très courants et utilisés. Par exemple, les systèmes d'anti-blocage des roues, ABS, constituent l'un des premiers niveaux d'autonomie d'un véhicule. La classification, comme nous allons le voir par la suite, établie par la Society Automotive Engineers, SAE International, compte 5 niveaux. Maintenant, comment sont déterminés ces niveaux? Alors, déterminer le niveau d'un véhicule autonome nécessite de répondre à 4 questions précises. Qui de l'homme ou de la machine assure le contrôle longitudinal et ou latéral du véhicule? Qui servait l'environnement, l'homme ou le véhicule? Qui assure la mise en sécurité en cas de défaillance, comme la perte de contrôle? Et qui est le périmètre de circulation sur autoroute, voie réservée? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas de classification officielle des modèles actuels ni à venir. Mais les acteurs de l'industrie se basent sur cette grille mise au point par SAE International en 2014. Le référentiel établi par SAE identifie 6 niveaux de délégation de conduite en fonction des degrés d'automatisation des principales fonctions du véhicule, allant de aucune automatisation, niveau 0, à une automatisation totale, niveau 5. Niveau 0 correspond à aucune assistance au conducteur. Niveau 5, pas de conducteur, donc il n'y a pas de passager, c'est l'autonomie totale. Et entre le niveau 0 et le niveau 5, il y a un transfert de responsabilité qui dépend du degré de transfert de responsabilité. Cette classification du niveau 0 à niveau 5 permet à peu près de définir les tâches des conducteurs, c'est-à-dire les mains, et les systèmes autonomes, c'est-à-dire l'ordinateur de bord. Alors, quels sont les différents degrés de délégation de conduite ou les différents niveaux d'autonomie d'une voiture? Alors, je viens de parler du niveau 0, qui correspond à une conduite manuelle,
où toutes les tâches sont réalisées par l'homme, c'est-à-dire aucune assistance, aucune intervention du système de conduite. Le niveau 1 est le début d'une conduite assistée. Le système assiste le conducteur, mais le conducteur reste en charge de la conduite. Il s'agit donc d'une cogestion du contrôle de la voiture par le conducteur et le système de contrôle, c'est-à-dire l'ordinateur de bord. On parle aussi dans ce cas-là du système foot-off. Alors, parmi les exemples des dispositifs d'autonomie du niveau 1, on peut citer le système d'anti-blocage, l'ABS, le régulateur de vitesse qui dispense le conducteur d'actionner les pédales ou d'accélérer ou de freiner. Et il y a aussi, on peut citer aussi le radar de franchissement de ligne, l'avertisseur de collision. Alors, le niveau 2 est une automatisation partielle, c'est le niveau suivant, est une automatisation partielle. Avec une voiture de niveau 2, le conducteur peut lâcher temporairement le volant tant qu'il reste vigilant à son environnement de conduite. Ces systèmes sont appelés hands-off. Dans ce niveau, la trajectoire de la voiture, donc mouvement longitudinal et latéral, peut être assuré par la machine, de même pour l'assistant de conduite dans les embouteillages, l'assistant de parking. Mais le conducteur reste le superviseur. Alors on peut donc dire que pour ces deux niveaux, donc niveau 1 et niveau 2, le conducteur gère la conduite et l'environnement avec une certaine aide à la conduite. Maintenant, le niveau 3, il s'agit d'une automatisation sous conditions. Dans certaines conditions, ce niveau d'autonomie permet au conducteur de détourner temporairement les yeux de la route. Par exemple, lors d'embouteillage, certaines voitures permettent de confier la surveillance de la route à l'ordinateur de bord, donc des algorithmes qu'on peut en parler par la suite, qui sont développés aussi grâce à des collaborations en recherche avec des laboratoires, qui permet de conserver donc les distances de sécurité et rester dans sa voie. Et une fois sorti des bouchons, la voiture prévient le conducteur qui doit reprendre le volant. Ce genre de système est appelé eyes-off. La trajectoire, dans ce cas-là, est gérée plutôt automatiquement et la voiture est capable de surveiller son environnement de conduite qui possède la capacité d'alerter le conducteur car le système doit être capable de reconnaître ses limites et de reprendre les commandes comme dans le cas d'un parking automatique et le platonnier, la conduite en convoi. À partir du niveau 4, on est dans une automatique élevée. Il s'agit d'une conduite autonome, mais dans un contexte limité à certaines routes, telles que les autoroutes et à des conditions météorologiques classiques. Alors, les voitures de niveau 4 dispensent totalement le conducteur de tout devoir de vigilance et lui permettent de s'occuper d'autres tâches que la conduite, telles que regarder un film ou travailler sur un écran. Alors, ces systèmes sont appelés mind-off. Les voitures de niveau 4 sont capables de surveiller leur environnement pour garantir la sécurité, même en cas de défaillance d'événements prévus. Mais ce type de voitures ne circulent pas encore dans les routes et ils sont encore en prototype. Le niveau 5, c'est la conduite totale automatisée. Dans ce cas, l'ordinateur à bord prend le contrôle sur toutes les fonctions du véhicule et le conducteur est un simple passager. Un exemple niveau 3 d'un l'Audi 8 est disponible sur ce lien YouTube que vous pouvez visualiser. Oui, donc justement sur l'introduction de ces véhicules autonomes, donc, un des premiers systèmes, je dirais, qui faisait usage de la perception et de l'environnement et l'ACC, donc a été introduit en 1999, l'ACC pour Adaptive Cruise Control. Vous avez aujourd'hui les véhicules qui sont équipés de régulateurs et de vitesse. Donc là, il s'agit de réguler les interdistances, de garder des distances de sécurité avec les véhicules qui précèdent. Le Japon, qui est friand de nouveautés, est le pays qui a connu le plus rapidement, et vous pouvez le voir, il y a déjà 19 ans, l'introduction des premiers systèmes de lane departure warning, c'est-à-dire des avertisseurs de sortie de voie, et de lane keeping assist, des systèmes qui permettent déjà de lâcher le volant pendant quelques secondes et qui permettent au conducteur de rester ou d'être alerté pour rester au centre de la voie.
Bien entendu, j'avais dit que les années 2010 ont été les années des assistances à la conduite, avec tout leur développement que vous connaissez, les systèmes pilotés de plus en plus nombreux sur un véhicule, et puis l'arrivée des majorés du numérique, hein, donc, dont vous avez ici quelques noms, et qui eux aussi se sentent, je dirais, intéressés aux véhicules autonomes. Aujourd'hui, si je reviens sur la slide précédente, il était question de l'avenir au niveau 3. Ce niveau 3 aujourd'hui, qu'on appelle système automatisé de maintien de voie, dans des conditions effectivement particulières, est en commercialisation par Honda au Japon. Alors bien entendu, les dénominations sont très commerciales pour certains constructeurs, hein, puisque nous sommes sur des véhicules de haut de gamme, donc équipés et qui, on espère, avec des fonctions qui vont se démocratiser. Donc, sur un panorama mondial rapide, donc un panorama des GAFAM, donc des Google, Apple, Facebook et Amazon, donc Google qui est le plus avancé, Microsoft qui a une approche un peu différente puisqu'il passe par des alliances avec les constructeurs, puisqu'il se positionne en fournisseur de briques technologiques et logiciels. Apple, en partenariat avec Lexus, donc une filiale de Toyota qui essaye de rattraper le retard. Et puis Aurora, qui est une pousse qui a racheté quand même la filière de Uber, qui a abandonné le véhicule autonome en tant que tel, mais qui garde les aspects de drone pour le transport. Aurora qui développe aussi à la fois des poids lourds électriques et automatisés, ainsi que le taxi d'Amazon. Donc, au niveau des constructeurs, ici, vous avez un très bref panorama au niveau européen, mais il y a à dire, hein, aujourd'hui, un certain nombre de constructeurs comme VAG, Audi portent des prototypes de niveau 3 ou 4. BMW, donc, est en forte concurrence avec Tesla, avait précédemment réalisé une alliance avec Mercedes. Aujourd'hui, Mercedes-Benz est plutôt la priorité aux véhicules semi-autonomes parce qu'il considère que les conditions d'un véhicule autonome qui assure la sécurité à la fois du conducteur, des passagers et des personnes extérieures et des autres usagers n'est pas garantie. Et Volvo aborde des aspects de bien entendu un certain nombre de fonctions comme par exemple le valet de parking et un certain nombre de choses qui sont développées au niveau national, au niveau IDV des pôles de compétitivité. Semble aussi mènent vers et permettent de progresser vers ce véhicule autonome. Au niveau donc, américain, donc General Motors avec son alliance avec Microsoft, Cadillac qui a sorti donc, le Super Cruise donc, sur son dernier modèle, donc, capable d'être au niveau 3, donc, avec des manœuvres de changement de voie. Les mêmes fonctions quasiment qu'on retrouve sur Tesla qui constitue un fort argument innovant. Et comme je l'ai dit, une alliance aussi entre constructeurs et filiales et des équipementiers qui ne sont pas en reste. Hein. Donc ici, vous avez l'alliance Toyota-Lexus avec les équipementiers, mais des équipementiers et nationaux comme Valeo ou Bosch européens ou Siemens travaillent aussi dans le domaine. Alors, comment faire ces voitures totalement autonomes? On va donner quelques éléments de réponse. Donc, une voiture, tout d'abord, une voiture totalement autonome est équipée de plusieurs éléments, comme les capteurs et les logiciels, qui coopèrent automatiquement grâce à des algorithmes et grâce à une intelligence artificielle. Particulièrement, les voitures autonomes de niveau 4 et 5 constituent de véritables innovations de rupture. Ces objets hautement technologiques intègrent plusieurs briques d'intelligence artificielle, comme l'analyse de texte, d'images, prise de décision en fonction de l'environnement, conduite à la place de l'homme. Alors, parmi ces éléments ou ces objets technologiques, la perception des informations via des capteurs qui constituent en quelque sorte les yeux de la voiture. Les voitures autonomes sont équipées donc, de nombreux capteurs, caméras, radars, lasers, tels que les lidars et les capteurs ultrasons. Donc, afin d'assurer une autonomie robuste, tous ces capteurs sont redondants et les informations données par des capteurs de nature physique différente se complètent. C'est ça ce qui constitue donc la phase de fusion et d'analyse des informations collectées.
récolter plutôt. Lors de cette phase, les informations doivent être collectées par tous les capteurs, sont acheminées vers ce qu'on peut appeler le cerveau de la voiture ou l'ordinateur de bord, c'est le pilote, qui analyse, recoupe et donne un sens aux données en temps réel. Donc, il s'agit d'une intelligence artificielle qui, après une phase d'apprentissage, permet d'analyser correctement l'environnement extérieur et reconnaître, par exemple, un visage ou comprendre un panneau de signalisation. Suite à cette phase d'analyse, des données, il vient la prise de décision. Donc, en fonction des résultats de l'analyse des données, les voitures totalement ou partiellement autonomes peuvent prendre une décision de conduite. Par exemple, les caméras et les lidars d'une voiture autonome détectent une forme, les données recueillies sont envoyées à un cerveau et puis après une analyse, on peut l'interpréter comme la présence d'un piéton. Et c'est à partir de cette interprétation que le logiciel comprend que le piéton s'engage sur le passage piéton et puis il anticipe pour prendre une décision et freiner et stopper la voiture. Alors maintenant, quels sont les enjeux et défis de la voiture autonome? La mise sur le marché des véhicules autonomes est un véritable défi à la fois technologique et législatif. Concernant le premier défi, donc le défi technologique est essentiellement la capacité à adapter les algorithmes de contrôle et de surveillance existants pour les véhicules autonomes, tenant compte de la complexité des situations et comportements des voitures autonomes et également des voitures classiques qui continueront à rouler sur les routes pendant un certain moment. Il y aura une phase hybride où il y aura les deux. Parmi ces défis, il y a la miniaturisation et des logiciels embarqués. Donc, les unités informatiques, c'est lesquelles, comme on avait vu au début de la présentation, le laboratoire allemand, l'équipe allemande, les algorithmes d'intelligence artificielle qui fonctionnent actuellement sont trop volumineux et pour être embarqués sur le capot d'une voiture, il faut faire des travaux de recherche pour réduire ces volumes. Et donc, il faut par conséquent optimiser l'espace consacré au cerveau de la voiture. Et donc, miniaturiser les composants sans bien sûr altérer les performances des algorithmes exploités. Il y a aussi le problème de la cybersécurité et le big data. Le fait de permettre à un ordinateur donc, de gérer l'intégralité de la conduite d'un véhicule rend indispensable plutôt la mise en place des systèmes de cybersécurité ultra performants pour éviter la prise de contrôle des véhicules autonomes par un tiers malveillant. La question de la protection des données privées aussi est posée. Et donc là, c'est un sujet qui est encore ouvert et sur lequel on peut revenir pendant la discussion. Il y a aussi l'infrastructure, le problème des infrastructures routières, avec l'apparition des voitures autonomes, les constructeurs travaillent avec des cartographes pour avoir des cartes HD ultra précises au niveau centimétrique. Donc des cartes ultra précises embarquées dans la voiture et mises à jour automatiquement lors des modifications des panneaux de vitesse et ainsi de suite. Toujours concernant cet aspect, donc les enjeux, les défis, donc le cadre, concernant maintenant le cadre juridique et responsabilité, sur le plan international, donc il y a des textes datant de 1968, la Convention de Vienne, qui a été révisée en 2016 pour autoriser explicitement sur les routes les systèmes de conduite automatisés à condition qu'ils puissent être contrôlés, voire désactivés par le conducteur. La législation doit encore évoluer pour notamment autoriser la mise en circulation de voitures entièrement autonomes. En France, il y a l'ordonnance 2016, et donc on va peut-être revenir à travers le rapport parlementaire là, qui est récemment publié en juillet dernier, et donc où il y a une réglementation à faire évoluer dans ce sens, d'ici 2022 et d'ici 2025. Et enfin, l'enjeu sociétal, qui est un enjeu très important parce que pour réussir son lancement sur le marché automobile, les voitures totalement autonomes devront gagner la confiance des consommateurs. Donc, nous sommes déjà très en retard, donc je vais essayer d'aller vite sur la dernière partie.
Oui, donc simplement pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, il demeure de nombreux défis technologiques, hein, et vous savez que le coût de l'électronique est en forte progression, puisqu'aujourd'hui, nous sommes globalement à 50% du coût d'un véhicule, alors qu'on était à 5 ou 10% en 1970. Nous avons des systèmes pilotés qui sont de plus en plus nombreux. Nous, en tant que chercheurs au laboratoire IRIX, nous intervenons sur ces systèmes pilotés-là, à la fois en termes d'estimation, c'est-à-dire qu'on parle de capteurs virtuels et de lois de commande. Il faut savoir aussi que nombre des prototypes qu'on voit aujourd'hui circuler sont des prototypes à plusieurs centaines de milliers d'euros. Hein. Or, l'industrie automobile est une industrie de grande masse et donc de bas coût. Voilà, donc après, il existe, le véhicule autonome ne sera pas seul sur l'infrastructure, donc il y a aussi des problématiques sur lesquelles nous travaillons, et je cite Yifeng Xu, donc par exemple sur le contrôle de flotte, sur l'affectation de voies. Il sera question tout à l'heure de coopération entre les véhicules et l'infrastructure, donc via les communications en l'occurrence. Et puis toutes ces technologies sans lesquelles il ne peut pas y avoir de véhicule autonome aujourd'hui, qu'on appellerait en français les technologies filo-commandées, c'est-à-dire les by-wire, steer-by-wire, X-by-wire. Aujourd'hui, beaucoup d'actions dans le véhicule se traduisent par des actions sur des potentiomètres, pour faire simple. Donc, l'architecture globale de commande et de perception d'un véhicule semi-autonome ou autonome est très complexe. Vous le voyez ici avec une part d'interaction avec le conducteur, une part d'interaction avec l'environnement, une part forcément didactique d'interface. Et aujourd'hui, les recherches pluridisciplinaires dans ce domaine sont nombreuses et, comme l'a dit Mohamed, sont loin d'avoir résolu l'ensemble des questions. Nous, au niveau IDBISC, nous travaillons sur l'estimation, comme j'ai dit, la synthèse de lois de commande, donc des fonctions de risque, qu'on décline par exemple aussi bien pour les 4 roues, mais aussi pour les 2 roues, puisque nous avons un certain nombre d'usagers de la route dits vulnérables à côté des piétons, comme les motocyclistes. Donc, en l'occurrence, les travaux de Hicham Marioui et de l'équipe autour de Hicham, la détection d'obstacles en perception, les actions de partage de la conduite avec le conducteur. Et quelque chose qui nous intéresse aujourd'hui énormément, c'est la gestion des situations illimites. Donc, bien entendu, ce ne sont pas des travaux que nous conduisons seuls, mais qui se font dans le cadre de partenariats, à la fois, donc Mohamed, on est co-responsable hein, du projet HCode, donc au niveau de Paris-Saclay, un certain nombre de laboratoires au niveau national et international. Le projet TIREX, donc, qui a été donc, dans le cadre de l'Equipex, dont la réunion était la semaine dernière, donc qui inclut à la fois, bien sûr, au sens large et de la robotique, mais aussi un fort volet lié au véhicule autonome et à l'interaction de la machine avec le conducteur. Et nous avons aussi comme capital un certain nombre de participations à des projets européens, nationaux, ABV, c'est pour automatisation basse vitesse, où il est question justement du partage de la conduite entre le conducteur et l'automate lorsque vous êtes par exemple dans les autoroutes franciliennes congestionnées. Voilà, donc nous avons des recherches qui adressent les différents niveaux d'automatisation. Ah oui, il y a un continent dont je n'ai pas parlé, donc un pays, la Chine. La Chine aujourd'hui essaye aussi de combler le retard. Donc la Chine a défini autour de ses 15 constructeurs automobiles quasiment les mêmes niveaux d'assistance et d'automatisation tels que ça a été défini par SAE. Et typiquement, Renault, Nissan et Mitsubishi, donc l'alliance est présente en Chine autour d'un projet qui s'appelle WeRide avec un certain nombre d'expérimentations qui sont en cours. Voilà, donc pour terminer, quelques références. Pour plus d'informations, nous restons bien entendu à votre disposition. Le travail qui a été présenté est un travail d'équipe, donc interdisciplinaire. Nous pensons que nous disposons au CIDBISC et plus largement, puisqu'il en sera question donc, au niveau du site Bruxelles Sciences et Innovation et de l'équipe d'inspecteurs de compétences, à notre sens, que nous gagnerons à mettre en commun, à la fois
SHS, donc sociologie, économie, droit, donc toutes les questions ouvertes encore que Mohamed a énumérées. Et je pense que que nous gagnerons à collaborer dans ces domaines-là. Voilà. Merci Saïd. Juste pour peut-être apporter quelques éléments supplémentaires. En fait, c'est concernant en fait, les projets, par exemple, HCODE et Gaia sont des projets structurants au niveau de Paris-Saclay, dans lesquels le laboratoire IBISC est largement présent et il y a beaucoup d'investissements des collègues dans ces deux projets qui s'intéressent particulièrement parce qu'il y a des axes importants sur les véhicules autonomes avec tous les aspects cybersécurité, la gestion des cyberattaques, le problème d'autonomie, le problème de l'énergie, également la gestion de l'énergie, Saïd en a parlé tout à l'heure, qui sont des sujets qui seront posés durant les prochaines années, parce que ce sont des projets qui vont démarrer en 2022. Ils sont pas encore, ils étaient évalués récemment par des comités internationaux et puis ils vont démarrer prochainement à partir de 2022 où tous ces aspects-là seront abordés. Voilà, merci.